Ils ont dit que j'étais morte dans l'incendie. Je les ai entendus. J'étais là, à quelques mètres à peine, cachée derrière la haie de tuyas, enveloppée dans un vieil imperméable que j'avais attrapé à la hâte dans le garage. La suie sur mon visage me rendait invisible dans la pénombre de l'aube. Une ombre parmi les ombres. Je voyais mes voisins. Les visages déformés par le choc, regroupés sur le trottoir d'en face. La fumée s'enroulait encore, paresseuse et noire, au-dessus des ruines fumantes de ce qui avait été ma maison pendant 47 ans. J'ai entendu Barbara, ma voisine d'en face, celle qui m'apportait des gâteaux à Noël. Sa voix tremblait, brisée par les larmes. Pauvre Madame Andris, brûlée vive. Vous imaginez, un autre voisin a renchéri, secouant la tête avec cette pitié qu'on réserve aux tragédies, qu'on pense inévitables. Elle était toute seule, la pauvre chose. Elle avait un fils. Pourtant, non, on ne l'a pas vu depuis des mois. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas crié, je ne les ai pas corrigés. C'est une sensation étrange. Vous savez, d'assister à sa propre oraison funèbre depuis les buissons, de voir le monde continuer, de voir les gens pleurer une version de vous qui n'existe plus. Personne n'a remarqué la vieille dame qui grelottait près du chêne calciné. C'est ça, le terrible secret de la vieillesse. Les gens arrêtent de vous voir bien avant que vous ne soyez partis pour de bon. Ils voient des cheveux gris, une démarche lente, une silhouette fragile, mais ils ne vous voient plus. Mais je n'étais pas partie. J'étais bien vivante, et ma main, crispée au fond de ma poche, serrait quelque chose de froid, de dur et de terriblement réel. La preuve, c'était une toute petite caméra vidéo. Son voyant vert clignotait encore faiblement. Elle avait tout capturé, absolument tout. J'ai vu la voiture de l'enquêteur arriver. Un SUV sombre. Il en est sorti avec ce visage grave, fermé, le visage de celui qui a vu le pire de l'humanité. Je savais exactement ce qu'il pensait en regardant les cendres. Aucun survivant. Il ne me chercherait pas. Pourquoi le ferait-il pour le monde entier? J'étais une pile d'ossements et de cendres, au milieu du salon. Mais il chercherait une cause, une étincelle, un court-circuit. Et moi, j'avais la réponse. Je me suis souvenu de la voix de mon fils, la veille au soir. Il s'était arrêté à la porte, la main sur le cadre en bois. « Dors bien, maman », avait-il dit. Son sourire n'avait pas atteint ses yeux. C'était un sourire vide, un sourire de façade. Et puis, juste après, j'avais entendu ce bruit. Clic, le bruit sec, définitif, du verrou qu'on ferme de l'extérieur. Il pensait m'enfermer à l'intérieur pour que je ne puisse pas sortir. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il m'enfermait dehors. Je n'ai pas pleuré quand j'ai compris. Je n'ai pas hurlé. À la mort. J'ai juste attendu. J'avais l'enregistrement, j'avais ma vie. Et j'étais sur le point de sortir de la fumée pour lui servir son propre fils sur un plateau d'argent. Ce n'était pas du courage. Comprenez-moi bien. On aime attribuer de l'héroïsme aux survivants. Mais souvent, c'est juste de la chance. Ou dans mon cas, une mauvaise hanche et un instinct de survie aiguisé par des années de silence. Depuis 2 mois, je dormais sur un lit de camp pliant dans le garage. Le garage était glacial. Il sentait l'huile de moteur et la poussière froide. Mais c'était devenu le seul coin de ma propre maison qui m'appartenait encore. Tout avait commencé par des mots doux. Jason, mon fils unique, celui que j'avais bercé, celui dont j'avais soigné les genoux écorchés. Il avait insisté pour que je déménage dans le garage pendant que la chambre principale subissait des rénovations. Il me l'avait dit avec tant de sérieux, les yeux pleins d'une fausse inquiétude. « C'est pour ta sécurité. Maman,
Il y a de la moisissure. Tu sais, c'est dangereux pour tes poumons. » J'avais voulu le croire. Une mère veut toujours croire son enfant, mais les rénovations n'ont jamais commencé. La porte de ma chambre restait verrouillée, par l'entrebâillement. Je ne voyais pas d'ouvrier, pas de pots de peinture. Je voyais des cartons empilés jusqu'au plafond. Aucun ne m'appartenait. Ils me déménageaient, pièce par pièce. Ils m'effaçaient de ma propre maison alors que j'étais encore dedans. Et puis, il y a eu les questions. Ça a commencé il y a 1 mois. « Maman, tu es sûre pour tes assurances? Les serrures sont solides. Tu crois? Et ton testament, il est à jour. Ah, c'est juste pour être prévoyant. »« Maman, » disait-il avec ce sourire rapide et vide qui me glaçait le sang. « Avez-vous déjà aimé quelqu'un si fort que vous étiez aveugle au fait qu'il avait cessé de vous aimer en retour? » C'était mon cas. J'ai fermé les yeux aussi longtemps que j'ai pu. Mais le jour où j'ai découvert que mon testament avait disparu du tiroir du bureau, où je le gardais depuis 20 ans, quelque chose s'est brisé net à l'intérieur de moi. Ce n'était plus de la paranoïa, c'était de la clarté. Cet après-midi-là, je suis allée au magasin d'électronique. J'ai payé en liquide pour ne laisser aucune trace sur mes relevés bancaires. J'ai acheté leur plus petite caméra de sécurité. Je me suis menti à moi-même sur le chemin du retour. Je me disais, c'est pour avoir l'esprit tranquille. Rosemary, tu te fais des idées. Mais au fond, je savais déjà ce que j'allais trouver. Harold, mon défunt mari, disait toujours que je pouvais sentir un mensonge à des kilomètres. Il semblerait que certaines choses ne se perdent jamais. J'ai installé la caméra sur une étagère poussiéreuse du garage. Entre des vieux pots de peinture et des outils rouillés, je l'ai orientée parfaitement pour qu'elle capture l'entrée de la cuisine. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 nuits plus tard, le voyant vert s'est activé. Il a enregistré, pas son visage. Au début, il était trop prudent pour ça. Mais je connaissais ce dos. Je connaissais ce manteau. Je le lui avais offert pour Noël l'année dernière. Et je connaissais cette voix. Même chuchotée, même déformée par le combiné d'un téléphone. « Non, elle dort », disait-il. J'ai vérifié. On a peut-être 10 minutes. Mon cœur n'a pas battu la chamade. Il s'est juste arrêté. Il est devenu froid comme la pierre. J'ai regardé les images 5 fois, puis je les ai téléchargées. Il est revenu 2 fois de plus. Une fois avec des lampes de poche, une autre fois avec un homme que je ne connaissais pas, un type avec des tatouages de fils barbelés sur les 2 bras. Ils ont déroulé un plan sur le comptoir de ma cuisine. Là où je pétrissais ma pâte à tarte, je n'ai pas tout entendu, mais j'en ai entendu assez. « Fais croire à un problème électrique », a ordonné la voix de Jason. « Les vieilles maisons, ça flambe vite. Personne ne posera de questions. Je n'ai pas appelé la police. Qui m'aurait cru? Une vieille femme paranoïaque qui accuse son fils unique. Ils auraient appelé ça une querelle de famille. Ils m'auraient peut-être même placé, jugé sénile. Alors, j'ai attendu, la nuit où il est venu pour la dernière fois. J'avais fait une tarte, cannelle et sucre, comme Harold les aimait. C'était mon petit acte de rébellion, une façon de dire. Sans un mot, c'est encore ma maison. Jason est arrivé vers 18 heures. Il est entré avec la clé qu'il avait copiée, alors que je l'avais supplié de ne pas le faire. Il apportait une lasagne surgelée et une bouteille de vin bon marché. La mise en scène pathétique du fils aimant. Il marchait dans les pièces, avec trop de décontraction. Il touchait les interrupteurs, jetait des coups d'œil aux fenêtres. « Tout fonctionne bien. Maman ?» a-t-il demandé. « Les serrures sont bonnes. Je l'ai juste regardé. Tu les as changées toi-même au printemps dernier ?» lui ai-je rappelé. Il a souri, ce sourire nerveux.
rapide. Je vérifie juste. Il a rempli le silence. Moi, je refusais de jouer le jeu. Je ne lui ai pas parlé de la météo, ni de son travail. Je le regardais manger cette lasagne caoutchouteuse, en me demandant comment j'avais pu engendrer un étranger pareil. À 20h15, il m'a tendu une enveloppe. Il ne me regardait pas dans les yeux. « Ce n'est rien de gros », a-t-il dit, juste des formulaires de responsabilité standard. Je savais reconnaître un mensonge. J'ai pris l'enveloppe et je l'ai glissée sous un livre de cuisine. Sans l'ouvrir, j'ai vu sa mâchoire se serrer. Juste une seconde, il est parti à 20h30. « Dors bien, maman !» et le bruit du verrou. Je ne suis pas allée dans ma chambre. J'ai pris mon thermos, une couverture, et je suis sortie directement dans le garage. J'ai verrouillé la porte de l'intérieur. À 22h47, la lumière du Porsche s'est éteinte. Je n'y avais pas touché. À 3h12 du matin, le petit clic du portail arrière m'a réveillée. La petite lumière verte de la caméra brillait dans le noir. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. J'ai entendu 2 paires de pas, des voix basses. Et puis, j'ai entendu mon fils rire. C'était un rire que j'avais adoré quand il était bébé, quand il avait le hoquet après son biberon. Maintenant, ce rire appartenait à un monstre. L'essence a la même odeur, quelle que soit la décennie. Cette puanteur âcre, chimique, ils l'ont versée par la fenêtre de la cuisine. Ils ont aspergé les marches arrière. Ils travaillaient vite, avec une efficacité terrifiante. Puis l'un d'eux a allumé un chiffon et l'a laissé tomber près du Porsche. J'ai regardé sur le petit écran de contrôle. J'ai vu la fleur orange du feu bondir comme une bête vivante sur le bois que j'avais balayé 1000 fois. J'ai vu les fenêtres passer du noir à l'or. J'ai vu ma maison de 47 ans commencer à disparaître. Je n'ai pas crié. J'ai retenu mon souffle. Le toit s'est effondré juste après 4h du matin. Les pompiers sont arrivés 10 minutes plus tard. Leur sirène hurlant pour une vie qu'ils pensaient déjà perdue. Je suis restée cachée. J'ai regardé ces hommes courageux travailler avec une précision déchirante. Je suis restée derrière la haie du voisin, enroulée dans ma vieille courte pointe, la fumée s'accrochant à mes cheveux. Vers 8h45, l'enquêteur est arrivé. Il a fait le tour du périmètre, pris ses notes. Il avait l'air méthodique. C'est là que j'ai décidé. C'était le moment. Je suis sortie de derrière la haie. « Excusez-moi », ai-je dit. Ma voix était un craquement sec. Il a levé les yeux. Surpris de voir cette vieille dame surgie de nulle part, j'ai fait un pas de plus, tendant la caméra vers lui. « Vous allez vouloir voir ça. » Il ne l'a pas prise tout de suite. Il me regardait comme si j'étais une apparition. « Madame, êtes-vous... » « Je suis Rosemary Hendris, » ai-je dit, et ma voix devenait plus forte à chaque syllabe. « C'est ma maison. Ils ont dit que j'étais morte. Je ne le suis pas. » Il a cligné des yeux, son calme professionnel vacillant pour la première fois. J'ai tendu la caméra à nouveau. Mes mains étaient parfaitement stables. J'étais dans le garage. J'ai tout enregistré. Il a pris l'appareil lentement. Il a regardé le petit écran. Il a appuyé sur lecture. Son visage a changé après 10 secondes. Après 1 minute. Il a levé les yeux vers moi. La suspicion avait disparu. À la place, il y avait quelque chose de dur, de froid, de la colère. « Madame Hendris » a-t-il dit doucement. « Y a-t-il un endroit où vous pouvez vous asseoir ?» Pour la première fois en 12 heures, je me suis autorisée à ressentir quelque chose. Pas de la peur, pas de la colère, du soulagement. J'ai cru que mes genoux allaient relâcher là, sur la pelouse givrée. L'enquêteur, Eric Mason, a continué à regarder les images. Les reflets orange, jaunes, bleus de l'incendie dansaient sur son visage. Moi,
Je n'avais pas besoin de revoir. J'avais mémorisé chaque seconde. Jason et l'autre homme, les bidons d'essence et la voix de mon fils. Elle est probablement inconsciente à l'heure qu'il est. Mason a fini par relever la tête. « Je dois vous demander, comment avez-vous eu ça ?» Je l'ai filmé. Ai-je répondu simplement. « Vous étiez dans le garage. » Pourquoi? J'ai regardé le squelette noirci de ma maison. C'était le seul espace qui restait à moi. Il n'a pas insisté. Sa voix s'est tendue. Ces images, ce n'est pas seulement une preuve d'incendie criminel, c'est une tentative de meurtre. Je n'ai pas scié. Ils pensaient que j'étais à l'intérieur. Ils s'en sont assurés. Il a pris une lente inspiration. « Qui sont les hommes sur la vidéo ?»« Mon fils, » ai-je dit. « Jason Hendris. L'autre, je ne connais pas son nom. Mais il a un tatouage de barbelé. Il m'a regardé avec une tristesse infinie. « Je vais vous emmener. Madame Hendris. On va déposer plainte. Vous serez en sécurité. » J'ai regardé vers la porte de ma voisine. Hélène. Elle épiait à travers les rideaux. Je savais qu'elle préparait déjà du thé avant même que je ne frappe. « Ma voisine, » ai-je dit. « Je peux rester là-bas. » Il m'a rendu la caméra. « Gardez-la avec vous jusqu'à ce qu'on vienne la collecter officiellement. » Il est retourné à son véhicule, parlant déjà dans sa radio. Des mots brefs, urgents. La porte d'Hélène s'est ouverte. Elle n'a pas posé une seule question. Elle s'est juste écartée pour me laisser entrer, pour la première fois en 47 ans. J'ai dormi dans une maison qui n'était pas la mienne, mais j'étais vivante, et mon fils allait affronter la justice pour avoir essayé de changer ça. C'est là, assise dans le salon d'Hélène, que j'ai finalement pleuré. Pas pour la maison, mais pour le petit garçon que j'avais élevé et qui avait disparu pour laisser place à cet étranger. 3 jours plus tard, un homme en costume, bien trop cher pour notre quartier, a frappé chez Hélène. « Madame Hendris, je suis Stephen Klein. Je représente votre fils. » Il a essayé de me faire asseoir. Il a parlé de malentendu. Il a dit que son client était profondément bouleversé et voulait présenter des excuses. J'ai senti une colère froide monter en moi, plus dure que l'acier. Ce n'était pas un malentendu, ai-je dit calmement. C'était une tentative de meurtre. Il a essayé de m'interrompre. J'ai levé la main. Laissez-moi être clair. Mon fils a mis le feu à ma maison. Il a imité ma signature. Il m'a enfermée et m'a laissée pour morte. Ce n'est pas un malentendu. C'est un plan. Il a fermé son dossier. L'air grave. Jason est votre seul enfant. Cela va le détruire. Je me suis levée. Il a déjà détruit quelque chose. Il n'a juste pas fini le travail. Cette conversation est terminée. Quand il est parti, j'ai dit les mots à voix haute pour la première fois. Mon fils a essayé de me tuer. Et bizarrement, ça ne ressemblait plus à une trahison. Ça ressemblait à la vérité. Le procès a été rapide. L'histoire a fait les journaux. Une femme locale survit. Incendie allumé par son fils. Elle filme le crime elle-même. J'ai reçu des lettres. Certaines me soutenaient. D'autres me blâmaient. « Vous auriez dû juste lui donner l'argent », disait l'une d'elles. J'ai jeté celle-là. Les gens n'aiment pas quand vous survivez à quelque chose auquel vous n'étiez pas censé survivre. Le jour de l'audience, j'ai pris le bus. Je voulais monter les marches du tribunal moi-même. Jason était assis à la table de la défense, menotté, les cheveux coupés courts comme un petit garçon. Il ne m'a pas regardé. L'avocat de la défense n'avait qu'une question pour moi. « Madame Hendris, croyez-vous que votre fils avait l'intention de vous tuer ?» J'ai enfin regardé Jason. Ses yeux étaient vides. « Oui, » ai-je répondu. Je le crois. Quand je suis sortie de ce tribunal, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais libre.
J'ai utilisé mes économies pour louer une petite caravane en aluminium que j'ai garée sur mon terrain, juste à côté des ruines. Elle a un lit qui grince et un seul brûleur qui fonctionne. Mais c'est à moi, la plupart du temps. Je m'assois sur une chaise longue sous le chêne à moitié calciné. Et vous savez quoi? De nouvelles feuilles repoussent obstinément à travers l'écorce noire. Même les cendres peuvent faire pousser des racines. Ce matin, je plantais de la lavande dans la terre nue. Là où se trouvait mon salon, j'ai reçu une lettre de l'enquêteur Mason. Il me disait que son père était mort dans un incendie quand il avait 11 ans. Aucune accusation n'avait jamais été portée. Il me remerciait de ne pas être restée silencieuse. Il disait que je lui avais rappelé pourquoi il faisait ce métier. J'ai bu mon thé, pas dans le chagrin, ni dans la victoire.